avec Adrea. Adrea Mutuelle, santé, prévoyance, épargne, retraite. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Halles. Tout de suite, les titres de votre journal. Alors que la France s'est déclarée prête à accueillir 24 000 réfugiés dans les 2 années à venir, plusieurs maires de droite posent leurs conditions. Des réfugiés, oui, mais seulement des chrétiens. Un avis partagé par le maire d'hiver droite de Charvieux-Chavagneux en Isère, Gérard Desamptes. Nous parlerons de l'accueil des réfugiés avec notre invité du diocèse de Grenoble. Suite de notre série sur la rentrée des frontaliers, ils sont nombreux à travailler en Suisse tout en vivant en France. Portrait ce soir de 3 d'entre eux, ils font la route matin et soir. Et avec les années, il y a de plus en plus de monde, un rythme soutenu mais pleinement assumé. Et puis coup d'envoi demain de l'Evian Championship, ce tournoi est devenu incontournable dans le calendrier du golf féminin. C'est aussi le tournoi le mieux doté du monde avec plus de 3 millions d'euros. Autant dire que cette manne financière ne peut que rejaillir sur l'économie et l'emploi dans la région. Après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale. Carole Gessler reviendra notamment sur la fin d'un long voyage. Syriens, Irakiens fuyant la guerre sont arrivés aujourd'hui en France en provenance d'Allemagne. 200 personnes accueillies dans 3 villes de la région parisienne. Des arrivées qui vont se poursuivre puisque notre pays s'est engagé à accueillir 24 000 migrants sur 2 ans. Et puis dans l'actualité de ce mercredi, il y a aussi cette confirmation, le relâchement des comportements des Français au volant. À nouveau, en août, une hausse de la mortalité sur les routes, très forte hausse de plus de 9%, la confirmation d'une tendance engagée il y a plus d'1 an. Je vous le disais en titre, un maire isérois a créé la polémique aujourd'hui. Gérard Desamptes, élu d'hiver droite à Charvieux-Chavagneux, s'est dit prêt à accueillir des réfugiés du moment qu'ils sont chrétiens. L'élu craint pour la sécurité de sa commune. Christian Deville, Didier Albrand. Gérard Desamptes persiste et signe. C'est par devoir de précaution que son conseil municipal a voté à l'unanimité cette délibération. En décidant de recevoir uniquement une famille chrétienne, il élimine selon lui tout risque d'accueillir des djihadistes infiltrés parmi les réfugiés. On n'a pas à prendre ce risque. Sur le fond, moi je ne connais pas de chrétiens qui vont prendre le train avec une Kalachnikov, c'est vrai. Mais c'est l'image, parce que c'est la réalité. Donc le principe de précaution, c'est qu'effectivement, on est prêt à accueillir des gens qui sont capables de s'intégrer. Selon vous, les musulmans ne sont pas aussi disposés à une intégration réussie? C'est une évidence, ne serait-ce que l'application de leur croyance, que je ne conteste pas. Ils ont tout à fait le droit de croire en ce qu'ils souhaitent. Mais le Coran a un certain nombre d'antinomies avec nos lois fondamentales de la République, qui sont quand même, quoi qu'en disent un certain nombre de politiques, nos lois sont imprégnées de chrétienté. Sur 10 000 habitants, Charvieux-Chavagneux compte 10% de population immigrée. Les réactions sont plutôt mesurées ou fatalistes. Je pense que c'est un peu dû à des événements qui sont passés très récemment. Si j'étends accueillir déjà, c'est bien. Accueillons déjà. Je ne suis pas d'accord. Soit on l'accueille comme ils sont, voilà, sinon on ne les accueille pas. C'est discriminatoire. Voilà, si je peux le dire. Ça me choque, non, parce que ce n'est pas la seule commune qui réclame ça. On entend ça partout, mais le problème c'est qu'un chrétien ne peut pas dire forcément quelqu'un d'honnête. C'est pas la religion qui dit les personnes comme elles sont. Pour accueillir cette famille de chrétiens d'Orient, Gérard Desamptes compte sur la forte communauté arménienne, environ 800 personnes implantées sur sa commune. Une population dont les représentants souhaitent rester discrets pour ne pas affaiblir les bonnes relations entre communautés religieuses. Gérard Desamptes est maire de Charvieux-Chavagneux depuis 32 ans, élu en 2014 sans liste d'opposition et élu conseiller départemental au printemps dernier face à une liste du Front National au 2e tour. Voilà, Gérard Desamptes, maire d'hiver droite, réélu cette année, conseiller départemental de l'Isère, n'en est pas à son premier coup d'éclat médiatique. En place depuis 1983, il a régulièrement défrayé la chronique concernant ses prises de position sur les étrangers dans sa commune. Les détails avec Françoise Gay. Une nouvelle mosquée à Charvieux-Chavagneux, non merci. En 1987, Gérard Desamptes, maire depuis 4 ans, modifie le plan d'occupation des sols et refuse le permis de construire à l'association musulmane de la commune. Sa justification, la mairie a besoin du terrain pour agrandir le centre de loisirs pour enfants. Nous avons un besoin d'extension. J'insisterai sur le fait que le centre de loisirs est au service de tous.
2 ans plus tard, la mosquée existante est détruite au petit matin par une entreprise de démolition, soulevant la colère et la consternation de la communauté musulmane. Erreur volontaire, le maire, quant à lui, a sa version. Ce n'est pas la vocation de Charles Chavagneux que d'être le phare de l'islam sur notre région. En 1991, c'est un autre fait divers qui place Gérard de Zambtes sous les feux de l'actualité. Face à la demande de mariage d'une Française d'origine algérienne et d'un Tunisien en situation irrégulière, le maire demande l'expulsion du fiancé et refuse de célébrer la noce. Ce mariage équivaudrait pour lui à la régularisation de sa situation. Et il n'est pas normal qu'un élu local ait à en décider, c'est bien à l'État, bien au gouvernement de décider de cela. 2006, le maire de Charvieux-Chavagneux est condamné pour discrimination raciale. Il avait préempté le terrain qu'un couple de Français d'origine maghrébine souhaitait acheter. Mais la condamnation sera annulée par la Cour de cassation. Gérard de Zambtes sera finalement relaxé. Et à noter que cette prise de position a entraîné de nombreuses réactions que vous pourrez retrouver sur notre site internet France 3 Alpes. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Christine Graven. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du service Solidarité et Fraternité au diocèse de Grenoble. Oui. Que pensez-vous vous-même de cette prise de position du maire de Charvieux-Chavagneux ? Elle est déconcertante parce que de fait, là on est dans une situation où on nous demande d'accueillir. D'ailleurs, des personnes l'ont très bien dit, on accueille ou on n'accueille pas. En tout cas, nous, c'est notre position. On accueille, et on accueille sans tenir compte ni de l'origine, ni certainement de la religion. Voilà, il fait un distinguo entre les bons réfugiés, donc les chrétiens, et les mauvais qui seraient de confession musulmane. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je pense que c'est sans doute le fruit d'une peur et puis d'une confusion. C'est-à-dire qu'on fait la confusion entre les musulmans, qui sont chez nous, qui sont des citoyens français, pour la plupart, et puis des extrémistes, effectivement, qui créent la terreur dans les pays et parfois chez nous. Voilà, je crois que c'est dommage pour tous les citoyens français et les musulmans qui sont nos voisins et nos amis. Alors, la délibération du conseil municipal de Charvieux-Chavagneux s'est justement appuyée sur cet appel du pape qui a demandé à ce que toutes les paroisses puissent accueillir tous les réfugiés, on est bien d'accord ? Tous les réfugiés, absolument. Il n'y a aucune précision sur la religion, certainement, des réfugiés. C'est un accueil inconditionnel qui est demandé par le pape. Alors, comment va se procéder cet appel, justement ? Comment ça va se traduire dans les faits ? Est-ce que vous avez la possibilité, les paroisses en France, de pouvoir accueillir des réfugiés ? Et si oui, comment ? Oui, je pense que les paroisses ont la possibilité de le faire. Déjà, les paroisses sont déjà accueillantes, très souvent. Et puis, une paroisse, dans le diocèse, nous avons une quarantaine de paroisses. Une famille par paroisse, ça paraît à la fois une belle demande, et puis ça paraît raisonnable. Et je crois qu'il y a une tradition d'accueil dans la famille catholique et chez tous les chrétiens qui fait qu'on trouvera certainement un lieu et surtout une équipe de personnes pour accompagner des personnes qui viennent là parce qu'elles sont c'est une question de survie pour elles. Mais alors, n'importe qui, n'importe quelle paroisse pourra le faire, dans n'importe quelle condition. Vous allez mettre quand même des Oui, on est en train de s'organiser parce que nous-mêmes, on a été pris de court par l'appel du pape, même s'il y avait déjà une tradition et des habitudes d'accueil dans le diocèse. Oui, pour les paroisses, je crois que ce qui leur revient, c'est surtout de monter une équipe d'accueil pour faire du bon voisinage, pour pratiquer l'hospitalité, et puis de trouver un lieu, et peut-être il faut se mettre d'accord avec d'autres, peut-être même avec une mairie éventuellement. Et puis nous, au niveau diocésain, on est en train de s'organiser avec les gens compétents au niveau du secours catholique, au niveau d'associations déjà existantes. Et puis on n'a pas non plus les conditions d'accueil, c'est-à-dire quelles sont la situation administrative de ces personnes. Donc ça, on attend aussi des renseignements de la part des services publics. Merci beaucoup, voilà. En tout cas, Christine Graven, d'être revenue sur notre plateau ce soir. Merci. Un important incendie s'est déclaré tôt ce matin à Jacob-Belcombette, dans la banlieue de Chambéry. Le feu a pris dans un appartement avant de se propager à tout l'immeuble. Une quarantaine d'occupants a dû être évacués. Il n'y a pas eu de victimes. L'incendie pourrait être d'origine criminelle. Nathalie Rapuc, Dominique Sommet et Frédéric Pasquette. C'est de cet appartement que l'incendie s'est déclaré vers 5 h du matin. Sandra dormait juste à côté. Elle a soudain été réveillée par des bruits inhabituels. Quand j'ai ouvert mon volet pour voir, j'ai vu des flammes de 2 mètres à côté de moi. Donc j'ai tout de suite appelé les pompiers en sortant de mon immeuble. J'ai toqué aux portes de mon étage. Je suis allée aider ma voisine, que je sais qu'il y a plusieurs enfants, pour l'aider à descendre, tout ça. Et voilà, donc après arrivé en bas, on a vu que c'était le feu dans l'appartement juste à côté du mien. À 5 h 30, 35 pompiers étaient sur place pour maîtriser les flammes qui se sont propagées à tout l'étage, dévastant la toiture de l'immeuble. À l'arrivée des secours, on est forcément dans une situation assez chaotique.
Le feu d'appartement est confirmé. Le feu est déjà sorti du volume de l'appartement et est déjà en train de menacer la toiture. Donc on a un feu qui est déjà extrêmement conséquent avec l'ensemble de l'immeuble qui est en menace par rapport aux occupants. En tout, il aura fallu 2 heures aux secouristes pour stopper l'incendie. 3 personnes, une mère, son nourrisson et la grand-mère, ont été incommodées et conduits aux urgences par le SAMU. Les 40 autres occupants de l'immeuble ont été conduits par des bus dans une salle municipale. Suite à cet incendie, la ville de Jacob-Belcombette a mis en place un plan d'urgence. D'une façon ou d'une autre, donc soit par Chambéry-Alpes Habitat, soit aussi il y a aussi la solidarité familiale, et puis il y a les hôtels aussi, donc on relogera tout le monde, ça c'est une évidence. L'incendie serait d'origine criminelle, une enquête est en cours. Un individu inconnu des services de police a été interpellé et placé en garde à vue. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Un pratiquant de wingsuit a trouvé la mort ce mercredi au plan de l'Aiguille à Chamonix. Le wingsuit, c'est ce sport qui consiste à se jeter d'une falaise avec une combinaison en forme d'aile. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès. Et puis en bref, le recteur de l'Académie de Grenoble, Daniel Filâtre, s'en va. Il a été nommé à l'Académie de Versailles. Il est remplacé par Claudine Schmitt-Lenné, actuellement à la tête de l'Académie de Rouen. La décision a été prise aujourd'hui en Conseil des ministres et prendra effet le 16 septembre prochain. Kit de conduite, c'est le nom de l'opération de prévention routière organisée sur 2 jours en Haute-Savoie. Il s'agit de proposer aux automobilistes pris en infraction une séance de sensibilisation à la place de la sanction. Les derniers chiffres de la mortalité sur les routes, on l'a dit, sont en baisse dans ce département, mais pas au plan national. Xavier Schmitt, Antoine Marnas. Les gendarmes ramènent un nouvel automobiliste pris en infraction. C'est une femme qui téléphonait au volant. Sanction prévue, une amende de 135 € et 3 points de permis. Vous avez droit pour la photo, la télé. Coup de chance, elle peut choisir une alternative. Participer à 6 ateliers sur la sécurité routière. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'on n'a pas assez ce genre d'informations. On en est conscient, mais on ne réalise pas en fait l'importance que ça peut avoir. Donc moi, je ne regrette pas de l'avoir fait. En fait, ça m'a fait un peu réagir et je ferai encore plus attention. Ça économise des points de permis et une amende. Et en plus, c'est génial pour ça. Alors là, je suis ravie. Donc, ce sont des tests salivaires qui sont utilisés. Quand vous êtes arrêté par la gendarmerie, il est possible ce type de test soit réalisé. Les dangers des drogues sont rappelés aux conducteurs et les risques liés à l'alcool. C'est la première cause de mortalité en voiture. La deuxième est la vitesse. Mais les petites entorses au code de la route peuvent s'avérer tout aussi graves. Il faut provoquer une prise de conscience. Il n'y a pas que la répression, je pense que la prévention, ça va être quelque chose qui doit être fait dès le plus jeune âge, à l'école, et être répété au cours de la carrière d'un conducteur. L'opération est organisée pour la 6e année. Particularité, c'est une initiative du conseil départemental, le gestionnaire des routes secondaires. On gère 3000 km de voirie et que forcément les usagers de la route sont confrontés aux accidents et aux infractions. En une demi-journée, 54 automobilistes ont dû revoir leur pratique de la route. Infractions les plus fréquentes, le défaut de ceinture de sécurité et le téléphone au volant. Changement d'habitude pour les frontaliers qui utilisaient la navette lacustre entre Chins-sur-Léman et Nyon. Depuis lundi, le départ pour la Suisse se fait à Ivoire. 115 000 passagers empruntent cette ligne chaque année. Ingrid Bernet-Duparc, Christian Mathieu. La cité médiévale est plutôt habituée aux flâneurs, touristes du monde entier. Mais depuis hier, Ivoire voit défiler les frontaliers du petit matin. Ce matin, j'ai fait un quart d'heure de voiture pour venir jusqu'à Ivoire, plutôt que les 5 minutes habituelles. Mais bon, voilà, on va voir à la longue si ça vaut la peine, parce que voilà, à Genève, on a les problèmes de circulation qu'on connaît, et traverser de la rive gauche à la rive droite, on en a pour en tout cas 1 heure de voiture. Quelques kilomètres de plus pour ces Suisses qui, depuis 10 ans, avaient l'habitude de prendre le bateau à Champs-sur-Léman. Un terrain trop petit, inadapté, servant de parking, et une entorse à la loi littorale sont à l'origine de ce changement. C'est vrai que certains hivers, on s'est retrouvé coincé dans la gadoue, au sens propre du terme, donc à pousser les voitures le soir à 2-3 personnes pour essayer de sortir la voiture et rentrer chez soi le soir. La préfecture de la Haute-Savoie a pris la décision de transférer la ligne sur le port voisin pour accueillir les 800 passagers par jour, transfrontaliers pour la plupart.
Sur l'année, ça fait à peu près 115 000 passagers. Le tourisme à la CGN représente à peu près 30% du total du trafic et 60% est composé de frontaliers sur l'ensemble des lignes. Une clientèle fidèle qui en 20 minutes a rejoint la rive suisse du lac, à Niant. Que ce soit depuis Champs ou Ivoire, l'intérêt de cette navette était bien évidemment de ne pas avoir à faire le tour du lac en voiture. Et puis c'est vraiment une qualité de voyage. Franchement, moi je viens de la région parisienne, bon, ça fait déjà plusieurs années que j'habite ici. Je peux vous dire qu'entre le métro parisien et la traversée du lac, mon choix est fait. Pour certains, c'est le prix à payer, 230 francs suisses par mois pour un confort sans stress. Pour les autres, ce sont des kilomètres en plus, un parking payant et bondé en période estivale dans l'une des communes les plus touristiques du département. Et les frontaliers, on continue d'en parler avec notre série spéciale sur la rentrée des frontaliers. Alors on l'a vu, certains prennent le bateau matin et soir pour travailler en Suisse. Pour d'autres, c'est la voiture avec toujours plus de circulation. La routine désormais pour Manuela, René et Jean-Luc. La rentrée des frontaliers, c'est une série préparée par Serge Vorette et Ingrid Perny-Duparc. Si tout va bien, on devrait mettre 3 quarts d'heure. Qui seront alors à nouveau en baie. Par là, 5h30, dans 5 minutes on s'en va. Oh, pas plus, moins quart. Ah non, la route est longue et on ne sait pas ce qu'on trouve sur la route. Nous sommes à Quincy, petit village au Savoyard, à 60 km de la frontière. Manuela est suisse, René est français. Ils travaillent tous les deux depuis une trentaine d'années dans une entreprise de la banlieue genevoise. Chacun pourtant prend son véhicule car René est souvent en déplacement. Et pour tous les deux, cela commence par 3 quarts d'heure de route, quand tout va bien. D'abord les virages de la montagne, avant de rejoindre plus bas dans la vallée le flot de l'ensemble des frontaliers qui partent d'année en année de plus en plus tôt. Ils sont pressés, ils sont pressés. Ils ont peur de trouver les bouchons en bas et ils essaient d'avancer le plus vite possible. En bas, c'est Genève où le nombre des travailleurs frontaliers a explosé depuis les accords bilatéraux de 2002 qui a largement simplifié l'accès au travail en Suisse. Ici, il y a, je dirais, une dizaine d'années, à cette heure-ci, il n'y avait encore personne. Enfin, personne, je dis, il y avait 5-6 voitures, ça filait. Il n'y avait qu'une voie d'ouverte encore, les douaniers n'étaient encore pas là. Tandis que maintenant, ils ont dû eux aussi avancer un peu leur temps de travail. Manuela fait aujourd'hui l'ouverture de l'entreprise. Salut Manu. Salut Jean-Luc. Ça va? Bien, merci, à toi. Bien, la route était un peu compliquée ce matin. Puis c'est son patron qui arrive, français lui aussi. Vous venez de loin? Ouais, Champon, je suis de Tenon et d'Évian, tous les jours depuis bientôt une trentaine d'années. Combien de kilomètres? 60 km à peu près. Combien de temps? 1h15 et ce matin 1h03. C'est la rentrée. Jean-Luc Favre est l'exemple à la fois d'une belle réussite professionnelle mais aussi franco-suisse. Habitant de la rive française, il a fait ses études sur l'autre rive, à l'école polytechnique de Lausanne, puis toute sa carrière à Genève, en grande partie dans le groupe ABB Sécheron. On a dans cette entreprise à peu près 400 personnes, une vingtaine de nationalités différentes, à peu près la moitié qui viennent de l'autre côté de la frontière, donc des frontaliers européens, et puis incluant aussi des Suisses qui habitent en zone frontalière, puisqu'on sait que c'est un phénomène important aussi, puisque Genève n'a pas construit assez de logements, donc en conséquence ne peut pas loger tous les Suisses qui seraient amenés à vivre sur le territoire. Ce qui fait qu'effectivement, les clichés qui consistent à rejeter l'autre sont pour moi anecdotiques. Le groupe a connu des restructurations, mais sa souplesse toute américaine lui a permis depuis 10 ans de rembaucher près de 200 personnes et de devenir leader mondial du transformateur embarqué. Il gère également un parc de maintenance. C'est le travail hyper spécialisé de René, aujourd'hui au Cern, demain dans le Valais, le Jura ou le Tessin. Une vie très nomade, la semaine, qui lui permet encore plus d'apprécier son retour au village. Alors là, il y a les salades. Là, il y en a encore 2-3, là, j'ai pas fini, là. Moi, je suis né à Quincy, puis là, c'est la maison des grands-parents. Ça serait dur de partir d'ici, quoi. Voilà, puis en plus, j'ai la chance d'être souvent aussi à l'extérieur, voilà. Alors donc, quand je reviens, c'est que mieux.
En 1976, ils étaient 20 000 à faire comme Manuela, René et Jean-Luc la grande traversée. Ils sont aujourd'hui 60 000. Tous ne viennent pas d'aussi loin, mais tous n'ont pas non plus le même ancrage à leur territoire. Les meilleures joueuses de golf sont en Haute-Savoie. Coup d'envoi demain d'un des plus grands tournois, l'Évian Championship. Alors il y a l'aspect sportif, bien sûr, mais aussi économique. Ce type d'événement est une véritable aubaine pour la ville d'Évian et le bassin Les Maniques, comme nous l'expliquent Denis Vigneault-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Devenu incontournable dans le calendrier du golf féminin, considéré comme le 5e chelem, l'Évian Championship est aussi le tournoi de golf féminin le mieux doté du monde avec plus de 3 millions d'euros à égalité avec l'Open américain. Autant dire que cette manne financière ne peut que rejaillir sur l'économie de la région, à commencer par les emplois induits pour organiser l'événement. Plus de 1000 cette année, dans 230 intérimaires. Majoritairement des profils de chauffeurs, donc pour assurer les allées et venues des invités de la compétition, mais également des VIP et des joueuses entre Genève et Évian, et également de nombreux profils autour des métiers de la restauration, donc cuisiniers, serveurs, plongeurs, autour des métiers de la logistique, donc pour monter tout le site et organiser toute la manifestation, et également des profils commerciaux aux caisses et dans les boutiques de la compétition. Constitué du golf et de son académie, des thermes et du casino ainsi que de 2 palaces, le resort s'est lancé en 2009 dans un projet de rénovation totale qui à lui seul a engendré la création de 350 emplois sur le bassin Les Maniques. L'Hôtel Royal Palace des années 1900 a ainsi bénéficié d'une modernisation exceptionnelle dans le respect absolu de son identité. Un investissement du resort qui illustre parfaitement la dynamique économique constituée par l'Évian Championship. 85 millions d'euros d'investissement. Donc c'est de l'investissement et de la richesse qui a été quelque part redistribuée sur le plan local au même titre que le tournoi. Ça a un impact très fort sur le tissu économique local. Autre élément à prendre en compte dans les retombées économiques du tournoi pour Évian et sa région, sans changement de date. En 10 ans, il est passé de juin à juillet, puis finalement depuis 2 ans à septembre. Un positionnement stratégique qui a pour effet, entre autres, de prolonger la saison estivale en remplissant les hôtels. 75% des lits, pratiquement, sont réservés par l'organisation elle-même, à savoir les joueuses, bien sûr, leurs accompagnants, les sponsors, les personnels techniques. Mais il y a quand même, sur les 4 jours de manifestation, environ 50 000 spectateurs, ce qui en fait une manifestation très importante pour nous. Des retombées économiques directes pour les hôteliers et les restaurateurs, certes, mais pas forcément pour les commerçants qui voient néanmoins cet événement d'un bon œil. Les gens qui viennent voir l'Évian Championship, ils vont au golf voir des golfeuses. Ils ne viennent pas se promener dans notre rue. Mais par contre, ils découvrent Évian, ils découvrent le chemin d'Évian et forcément, ils vont revenir. Et à ce moment-là, les retombées seront pas directes, mais plutôt indirectes. Des créations d'emplois, des touristes qui reviennent, toute une dynamique générée par l'Évian Championship. Mais pas que. Le tournoi féminin n'est en fait que l'un des moteurs économiques engendrés par le golf. Vous avez la Haribo Kids Cup, les meilleurs jeunes Français de 8 à 12 ans, suivi par la Junior Cup, qui a lieu juste après l'Évian Championship. Et on va sans doute faire une nouvelle compétition sur les moins de 18 ans à l'échelle mondiale. Donc voilà, on réinvestit, mais en même temps, on participe au développement du golf. Voilà, c'est à nous aussi de travailler au développement de ce sport. Autant de rendez-vous rendus possibles grâce à des sponsors très solides comme une célèbre marque d'eau minérale, un fabricant automobile français, une banque, une ligne de vêtements ou d'horlogerie de luxe. Bref, des partenaires prestigieux qui trouvent sur et autour du green des clients potentiels très aisés, mais qui en même temps assurent le développement économique de tout un bassin de population. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations. À Charvieux-Chavagneux, en Isère, la mairie ne veut accueillir que des réfugiés chrétiens. De nombreuses personnalités politiques ou associations ont vivement critiqué aujourd'hui cette prise de position.
Et en raison d'une panne de l'émetteur de Champs-Rousse, une partie de nos téléspectateurs isérois a été privée du journal ce soir. Veuillez nous en excuser. Et c'est la fin justement de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite la météo puis l'édition nationale. À demain 19h. Très belle soirée.